La fossilisation est un processus extrêmement rare, quelque chose qui n'arrive qu'aux plus chanceux d'entre nous, et il est donc normal que les fossiles soient relativement peu abondants. Cependant, la Terre a accueilli une multitude d'habitants différents au fil du temps. À l'instant où nous parlons, des trillions d'animaux partagent notre belle planète avec nous. Ainsi, l'existence d'une grande diversité de fossiles n'est pas surprenante, au point où toute une industrie s'est développée autour d'eux. Vu leur quantité, découvrir un fossile ordinaire est aujourd'hui considéré comme banal. Et même si une nouvelle espèce est mise au jour, elle appartient généralement à un taxon déjà bien connu. Par exemple, nous pourrions dénicher une nouvelle espèce de dinosaure, certes, mais issue du groupe bien documenté des hadrosaures. Il est donc rarissime de tomber sur quelque chose de totalement inédit. Pourtant, cela s'est produit plusieurs fois et ces découvertes ont donné des migraines aux plus éminents paléontologues, totalement désorientés par ces créatures étranges qui restent encore aujourd'hui des énigmes pour la science. Il n'y a pas de meilleure illustration que notre premier candidat, le Tullimonstrum, plus connu sous le nom de Tollymonster. Et le terme monstre lui va comme un gant, car cet animal devait être aussi bizarre qu'affreux, mais surtout déconcertant. Son histoire remonte à 1966, quand un collectionneur amateur explora la formation de Mason Creek, datée du Carbonifère, en Illinois. Lors de cette excursion, il découvrit non pas un, mais de multiples fossiles étranges. Et la seule chose qu'il put dire à leur sujet, c'est qu'il s'agissait d'une sorte d'animal. C'était vraiment tout ce qu'il en savait, car il n'avait strictement aucune idée de ce que c'était. Après en avoir collecté un certain nombre, il décida d'en envoyer au Muséum d'histoire naturelle pour solliciter l'avis de paléontologues méritants. À sa grande surprise, les scientifiques étaient aussi perplexes que lui, intrigués par cette créature en forme de cigare, dotée de 3 nageoires, 2 montées sur des appendices et d'un long proboscis terminé par un bec. Elle ressemblait à un animal tout droit sorti du jeu Subnautica, et clairement pas au plus mignon. La seule bonne nouvelle était sa taille modeste, avec des fossiles ne dépassant pas les 35 cm de long. Cette drôle de bestiole attira la curiosité de nombreux chercheurs, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Mais personne ne put identifier clairement sa nature. De nombreuses hypothèses furent avancées, le qualifiant tour à tour de mollusque, d'arthropode, de conodonte, de ver, de tunicier ou même d'une sorte de vertébré. Le seul point sur lequel ils s'accordèrent, c'est qu'il s'agissait d'un animal aquatique. Bien que l'Illinois soit aujourd'hui une vaste prairie, des centaines de millions d'années plus tôt, cette région était recouverte par une mer tropicale peu chaufonde. Ainsi, les paléontologues en déduisirent qu'il devait s'agir d'un organisme pélagique vivant près des côtes. Cela signifiait qu'il évoluait en pleine eau et n'était rattaché à aucune structure. Encore de nos jours, près de 60 ans après sa découverte, nous ne savons pas grand-chose de plus sur cette bestiole. Enfin, il a été classé comme un bilatérien, ce qui, avouons-le, n'est pas très précis, car cela représente plus de 98% des animaux sur Terre. Les chercheurs n'arrivent même pas à statuer s'il était invertébré ou non. Nombreux sont ceux convaincus d'avoir percé les secrets du Tullymonster, mais toutes leurs hypothèses ont été rejetées jusqu'à présent. Cependant, nous en connaissons un peu mieux sur son mode de vie. Il devait être un petit prédateur pélagique au vu de la forme de sa bouche et de son corps, préférant les eaux très riches en nutriments, peut-être même les estuaires. Mais à part ça, cette créature reste bien mystérieuse, et cela ne fait que commencer. Pour notre second candidat au titre de la créature la plus étrange, restons aux États-Unis, avec un nouveau fossile retrouvé au Montana dans les années 70, ne ressemblant à aucun animal connu. Voici donc le Typhlosos. Cette remarquable découverte provient de la formation Bear Gulch, datant du Serpukuvien, soit il y a 330 millions d'années. Ce fossile était si mystérieux pour les paléontologues qu'il fut délibérément laissé à prendre la poussière dans un coin, attendant qu'un courageux scientifique se casse la tête en essayant de comprendre cet animal. Les seuls éléments clairement identifiables étaient que cet animal était assez plat, de petite taille et possédait une nageoire à l'arrière du corps. Mais sinon, que dalle! Enfin, ce n'est pas tout, mais les nouveaux éléments découverts rendirent les scientifiques encore plus confus. En effet, cette bestiole n'aurait eu aucun appendice, pas de thorax ni d'anus, et aurait disposé d'un organe unique jamais observé chez aucun autre animal, le Pherodiscus. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi il pouvait servir, juste qu'il était constitué d'une forte teneur en fer. Et que fait-on lorsqu'on trouve un fossile très ancien et super bizarre? Eh bien, on le classe parmi un clade tout aussi étrange et énigmatique. Dans ce cas, les conodontes. Ces animaux formaient un groupe de vertébrés agnathes en chacro, prospérant dans tous les écosystèmes aquatiques de l'époque.
Et cette première hypothèse n'était pas absurde, étant donné que les paléontologues retrouvèrent un spécimen portant des dents assez similaires aux conodontes. Une grande avancée dans la résolution de cette énigme, assurément. Manque de bol, un scientifique réalisa que ces dents n'appartenaient pas au Typhlosos, mais à son dernier repas, car ils étaient dans son tube digestif. Donc, retour à la case départ. Au moins, on savait désormais qu'il s'agissait d'un petit prédateur vivant dans les eaux peu chaudes d'une mer tropicale. Ce pauvre Typhlosos resta donc sur une étagère pendant 30 ans plus tard. Enfin, en 2022, de nouvelles études furent menées et proposèrent que cet animal fût, roulement de tambour, un mollusque. Cette idée viendrait de la découverte d'indices suggérant qu'il disposait d'une langue protractile munie de dents qu'il utilisait un peu comme un caméléon. Cela semble étrange, mais il se trouve qu'aujourd'hui, plusieurs espèces de mollusques chassent de cette manière avec une structure appelée radula, qui chez certaines espèces prend la forme d'un harpon, ou d'une ventouse. Ainsi, cette hypothèse semble assez plausible. Un gros problème demeure cependant, la fameuse convergence évolutive. Il se trouve que des organes ressemblant à des radulas sont apparus chez d'autres taxons au fil du temps. Donc il est encore trop tôt pour définir clairement ce qu'était cette drôle de petite bestiole. Il s'agit sans doute du l'un des cas les plus difficiles à résoudre, mais bon, au moins il s'agit d'un seul animal. En effet, parfois ce sont plusieurs fossiles mystérieux qui sont retrouvés dans la même formation. Nos prochaines créatures énigmatiques proviennent effectivement du même endroit que le célèbre Tully Monster, la formation de Mason Creek. C'est là que deux fossiles bien distincts furent découverts, et ceux-ci ont tellement déconcerté les scientifiques que les meilleures comparaisons qu'ils ont pu faire pour les décrire étaient des lettres de l'alphabet. Ces fossiles furent nommés Etacistes et Escamada. Bien qu'ils ne soient probablement pas liés entre eux, ils sont souvent représentés en duo, sobrement nommés les animaux HPY. Etacistes, celui en forme de H, est probablement le plus étrange visuellement parlant. Il ressemblait littéralement à un H avec une drôle d'excroissance en son centre. Comme on pouvait s'y attendre, on ne sait pas grand-chose du pourquoi du comment de cette forme si particulière. Les chercheurs pensent qu'il se nourrissait de particules et d'organismes flottants et qu'il était peut-être une colonie d'animaux qui grandissait toute son existence. Ceci est indiqué par la grande variabilité de taille parmi les spécimens retrouvés. Outre les différences de taille, il existait aussi différentes formes. La poche centrale pouvait être circulaire, en forme de cœur ou bien rectangulaire selon les individus. Ainsi, avec de gros guillemets, les chercheurs infèrent qu'Etacistes appartenaient au clade des hémichordés, un groupe qui inclut les entéropneutes et les ptérobranches. Ironiquement, son camarade l'Escamada, en forme de Y, avait l'air plus ordinaire. Et il se trouve qu'il posa beaucoup plus de problèmes sur le plan taxonomique. Cela vient principalement de sa relative ressemblance avec les animaux de mer, sauf qu'il présente des caractères absents chez ce taxon. Une symétrie bilatérale et un véritable tube digestif se terminant par un anus. Tout ceci rend sa classification extrêmement difficile. On sait seulement qu'il s'agissait d'un animal doté d'une bouche sous forme d'une grande fente située entre ses bras. D'ailleurs, leur fonction reste totalement inconnue. Et nous ne savons même pas s'ils étaient vraiment des appendices. Une chose est sûre cependant, c'est que moins de 20% d'entre vous sont déjà abonnés. Donc si vous êtes curieux ou passionné de zoologie, un petit abonnement nous ferait plaisir. Si vous êtes familier du Paléozoïque, vous savez que le Cambrien était une époque peuplée de créatures particulièrement étranges. Mais il y a encore pire, avec des formes de vie si bizarres que les chercheurs ont décidé de les regrouper en un seul grand groupe, la faune édiacarienne. Comme son nom l'indique, tous ces animaux proviennent de la période édiacarienne, prenant place entre 635 et 538 millions d'années avant notre ère. C'est à cette époque que les fossiles d'organismes macroscopiques sont devenus de plus en plus communs. Ainsi, de nombreuses étranges créatures vécurent alors. Mais parmi elles, il y en avait une que l'on pourrait décrire comme un véritable monstre de Elden Ring, une sorte d'arbre fait de chair et couvert de pics. Laissez-moi donc vous présenter Namacalathus, le combo parfait pour un super monstre de SF. Des chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de végétal jusqu'à ce qu'on réalise que son tronc était en fait calcifié. En d'autres termes, ce n'était pas une plante primitive, mais un animal. Et surtout, il s'agit du premier squelette connu à ce jour. Mais ce n'est pas tout, car ce squelette s'avérait être à la surface de son corps, ce qui l'aurait rendu encore plus cauchemardesque. Namacalathus méritait bien son titre de monstre. Non mais vraiment. Car cette chose aurait été couverte de tentacules préhensiles et de rangées de pics capables de déchiqueter tout ce qu'il touchait. Et vous voyez ces drôles d'ouvertures, elles étaient des sortes de cavités variant de taille et probablement remplies de matières organiques. De quoi donner des cauchemars aux trypophobogues. À quoi servaient-elles? Aucune idée. Et il est préférable pour ses contemporains que ce ne soit pas pour chasser.
Pour ajouter une dose de bizarrerie, ces ouvertures pouvaient prendre des formes très diverses, telles qu'un cercle, un cœur, un croissant, un hexagone, un heptagone, etc. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cet animal pouvait aussi ajuster sa taille selon son environnement et était présent presque partout sur le globe. Cependant, comme nombre de créatures étranges, il semblait préférer les grandes profondeurs, telles que les plaines abyssales. Donc, question, c'était quoi ce truc? À première vue, on pourrait dire un corail qui a très mal tourné. Mais comme pour les fossiles précédents, bien sûr que non. Ce serait trop simple. Et en effet, sa structure était beaucoup trop complexe pour être du corail. Donc au final, on ne sait pas. Juste qu'il était vivant et vraiment bizarre. Et il se trouve qu'il n'était pas le seul. Nombre d'autres formes de vie de l'époque rentraient dans le groupe peu scientifique des machins-trucs-mûches, tels que l'énigmatique Dickinsonia par exemple, ressemblant dans tout point à un tapis de salle de bain. Sauf que celui-ci était vivant et probablement mouvant. Beaucoup d'autres animaux plats vivaient à l'époque, comme Vendia et Sprigina, tout aussi mystérieux. Toutes ces bestioles étaient si uniques qu'elles furent regroupées dans un groupe assez fourre-tout, les Proarticulata. Ce groupe comporte aujourd'hui des tonnes d'étranges fossiles, mais malgré leur diversité et leur abondance, on ne sait toujours pas à quel clade ils sont apparentés. Et le mystère ne s'arrête pas juste à leur taxonomie. Leur morphologie et écologie le sont tout autant, avec aucune hypothèse basée sur des preuves solides. Un détail particulièrement frustrant est qu'ils paraissent parfaitement symétriques, mais ils ne le sont pas. Regardez-moi ça, presque. Presque. Ah, c'est tellement frustrant. Et pour couronner le tout, ils n'auraient laissé aucun descendant après les Diacariens, laissant suggérer que le mystère perdurera à jamais. Alors oui, je sais que tout ceci devient assez répétitif, mais il existe une autre ère géologique qui a su dépasser tout ce que nous avons vu précédemment en termes de bizarrerie, le Riacien. Pour rejoindre cette époque, vous devez remonter loin, très très loin dans le temps, il y a 2,1 milliards d'années pour être exact. La Terre était littéralement infernale. Et ce n'est pas pour rien que cette époque s'appelle le Riacien, ce qui signifie « rivière de lave ». C'est à cette époque qu'émergea ce que les scientifiques appelèrent la faune de Franceville. Au Gabon, des paléontologues découvrirent, dans des dépôts de schiste noir, de nombreuses structures étranges. Beaucoup ressemblaient à des disques allongés ou circulaires, mais certaines prenaient aussi la forme de tubes, chapelets de perles ou même de fleurs. Ainsi, leur nature est si étrange qu'on ne sait même pas s'il s'agit de vrais fossiles. Au début, les scientifiques pensèrent qu'il s'agissait d'organismes coloniaux multicellulaires, probablement eucaryotes. Et d'autres chercheurs ont rétorqué qu'il ne s'agissait pas d'êtres vivants, mais plutôt de sortes d'artefacts chimiques. En effet, le souci est que ces structures seraient plus anciennes de 400 millions d'années par rapport au plus vieil exemple connu de vie multicellulaire. Sacrée découverte. Et comme vous vous en doutez, étudier des fossiles âgés de 2 milliards d'années s'avère assez complexe. Ainsi, depuis leur découverte, le débat reste intense. Mais grâce à plusieurs études récentes, il semblerait qu'il s'agissait bel et bien de fossiles. Une analyse isotopique montra une concentration élevée de zinc au sein de ces structures, un signe potentiel de métabolisme de type eucaryote. De plus, une étude parue l'année dernière suggère même que la région possédait les conditions parfaites pour accueillir la vie. Donc oui, imaginez une découverte si étrange que nous ne savions même pas s'il s'agissait d'un vrai fossile. Et si la faune de Franceville était bien une faune, nous avons plusieurs indices sur leur mode de vie. Au vu de la forme plate et discoïdale ainsi que de leur absence d'appendice, ces choses ne devaient pas pouvoir se mouvoir. Elles vivaient donc probablement de manière planctonique dans des deltas chauds et peu profonds. Assez rare pour l'époque. Ce qui est drôle avec cette histoire, et les autres exemples précédents, c'est que dans bien des cas, c'est une apparence étrange qui crée la confusion. Mais parfois, un fossile peut ressembler à quelque chose de très familier et pourtant rester plein de mystères. Laissez-moi donc vous présenter Nectocaris. Découvert en 1910 dans les célèbres schistes de Burgess, ce fossile se retrouva noyé dans la quantité de fossiles retrouvés à cet endroit. Mais bien plus tard, un paléontologue se pencha finalement sur cette créature. Il la décrivit comme un nouvel étrange animal, un peu comme une crevette allongée, et la baptisa Nectocaris. Le chercheur à l'origine de sa description était assez confus, car il vit de nombreuses ressemblances avec les arthropodes, mais aussi des caractères qui n'avaient, entre guillemets, rien à faire là, comme des nageoires orientées à l'envers par exemple. Ainsi, il ne sut vraiment pas comment le classer et jeta l'emponge. Plus tard, un paléontologue italien jeta un coup d'œil aux photos et affirma avoir résolu le mystère. Il proposa donc qu'il devait s'agir d'un chordé, à cause de la forme de ses nageoires et de la présence d'une prétendue notocorde, une synapomorphie de Sclade. Et cela faisait plutôt sens, car cette hypothèse resta en place pendant près de 20 ans.
jusqu'à ce que de nouveaux éléments fussent découverts, indiquant que les précédents fossiles étaient incomplets. C'est en 2010 que 91 nouveaux spécimens en meilleures conditions furent retrouvés, et surprise surprise, ils ne ressemblaient pas du tout à une crevette, mais plutôt à une créature proche des calamars, avec seulement 2 tentacules, un corps en forme de cerf-volant, 2 yeux sur des tiges, et encore plus étrange, aucune bouche ou orifice quelconque, à l'exception notable d'un grand organe noir, qui aurait pu être un proboscis réversible. Autrement dit, il pouvait se retourner de l'intérieur vers l'extérieur. Charmant, n'est-ce pas? Ainsi, au vu de sa ressemblance avec les céphalopodes, on crut que le mystère fût enfin résolu. Il aurait été le premier d'entre eux, précédant de 30 millions d'années les autres représentants de ce groupe. Mais bon, comme vous vous en doutez, cela n'allait pas être aussi simple. Cette fois-ci, le problème est que cette hypothèse contredit tout ce que nous savions de l'évolution des céphalopodes. Pour faire court, ce serait comme trouver un fossile ressemblant à l'homme moderne, plus ancien que l'apparition des premiers primates. Résultat, cette hypothèse fut abandonnée. Et nous voilà de retour à la case départ, cet animal étant toujours sans famille. Cependant, en 2019, un fossile assez similaire fut découvert, et ainsi nommé Nectochoritis. Et ensemble, ils furent classés au sein d'une hypothétique famille, les Nectocharididés, en attendant sagement de nouveaux éléments pour une classification plus rigoureuse. Bref, la paléontologie, c'est quand même sacrément compliqué parfois.